Good morning, Mr. Le président, bonjour, et bonjour à vous, monsieur le témoin. Et je donne immédiatement la parole à... Non. Eh bien, je donne immédiatement la parole à Maître Wagemaker, bien sûr, qui souhaite intervenir. Microphone, Maître Wagemaker. Maître Wagemaker, merci, monsieur le président, et je serai bref. La défense de Gbagbo a présenté une vidéo hier au témoin. Le témoin était confronté à la vidéo, il était quasiment 16 heures, ce qui fait que le témoin n'a pas eu la possibilité de réagir suite à cette vidéo. Alors, personnellement, j'ai énormément confiance dans mes estimés confrères de cette cour et bien entendu, de ce fait, j'ai assuré le témoin que la défense de Gbagbo allait respecter le principe d'une audience équitable et qu'elle allait lui poser des questions justes. Donc, ils avaient demandé au témoin quelle était sa réaction. La réaction face ou suite à la vidéo qui lui avait été montrée hier. Mais si tel n'était pas le cas, je fais également confiance au procureur qui, j'espère, aura la diligence de revenir sur cette question. Mais il se peut que je me trompe, n'est-ce pas? Auquel cas, je vous demanderai, Madame, Messieurs les juges, de donner la possibilité aux témoins de réagir après cette vidéo, suite à cette vidéo qu'il a vue hier après-midi. Mais comme je l'ai dit, je fais entièrement confiance aux parties qui sont tout à fait conscientes de leurs responsabilités à cet égard. Et si tel est bien le cas, ma demande n'a pas de quoi, sera en fait nulle et non avenue. Le président, oui, je vous remercie. Maître Rocher. Maître Rocher, je vais d'abord revenir sur cette vidéo. Pour ce qui est de la vidéo, bien entendu, il nous appartient de décider des questions que nous posons et de la façon dont nous le faisons. Alors, fondamentalement, j'ai posé toute une série de questions à ce témoin au sujet du lieu et de l'événement et des personnes qui s'y trouvaient. Puis ensuite, j'ai montré une vidéo au témoin et ensuite, j'ai demandé au témoin où est-ce que cette vidéo avait été filmée, quel était le lieu de la vidéo et quel était l'événement en question. Et le témoin m'a répondu et c'est tout ce que je souhaitais obtenir. Et mon devoir professionnel ne m'oblige pas à faire autre chose. Ceci étant dit, pour ce qui est de cette question, je ne suis pas sûre que mon estimé confrère s'en tienne à son mandat à ce sujet. Maître Wagemaker, je m'attendais à cela. Le président, un petit moment. Le procureur, Monsieur Desmergers, pas de problème, nous pouvons revenir là-dessus lors des questions supplémentaires. Le président, excusez-moi, la défense de Monsieur Bligoudet, vous souhaitez intervenir? Excusez-moi. Monsieur le Président, je suis en train de relire le transcript. Je n'ai pas compris le problème de droit. Le problème de droit qui est posé par mon confrère. Je suis à ma 4e lecture. Je ne vois vraiment pas de quoi il s'agit. Dans la mesure où j'ai pensé 30 secondes qu'il s'agissait d'auto-incrimination et que la question portait là-dessus. Bon, malheureusement, je pense que s'il ne s'agit pas de ça, nous n'avons rien à ajouter. Le président, je pense que là, nous sommes en train d'inventer un problème à partir de quelque chose qui n'est pas un problème en ce qui me concerne. Alors, bien entendu, les partis posent leurs questions. Il appartient aux parties de demander ce qu'elles ont envie de demander et de ne pas demander ce qu'elles n'ont pas envie de demander. Et puis par ailleurs, il appartient aux témoins de demander la parole s'ils souhaitent ajouter quoi que ce soit ou s'ils souhaitent fournir une explication ou s'il a de plus amples informations à donner. Donc je pense que cette discussion était peut-être superflue. Si le témoin veut intervenir, il peut le faire. Mais je pense également, j'en suis sûre d'ailleurs, que cette question sera abordée au cours de la journée. Donc je donne maintenant la parole à Maître Altit, qui va poser ses questions aux témoins.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je suis Emmanuel Altit, avocat principal de Laurent Gbagbo, et je vais vous poser des questions auxquelles je vous serai reconnaissant de répondre de façon concise et précise. Il s'agit d'éclairer certains aspects de votre témoignage. Donc, nul besoin de répéter ce que vous nous avez déjà dit. Nous sommes d'accord ? Oui. Merci. Alors, je vais commencer en vous parlant de Zach Bayou. Vous vous souvenez que vous nous avez dit qu'il s'agissait d'un caporal-chef de l'armée régulière qui assurait des formations au GPP en 2002-2003. C'est bien ça? Oui. Et vous nous avez dit qu'il avait le rang de colonel au GPP. C'est bien ça? Oui. Ma question est simple. Puisqu'il s'agissait d'un militaire d'active, donc il était occupé dans la journée, quand venait-il prodiguer ses formations? Est-ce que c'était une fois par semaine? Est-ce que c'était le soir? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Moi, personnellement, je ne sais pas comment il s'est organisé au niveau de sa hiérarchie. Durant plus de temps de jours qu'a duré notre formation initiale, il était en tout cas, il était disponible. D'accord. Alors, vous nous avez parlé aussi du chef d'état-major du GPP, à cette époque-là, qui était Jeff Fada. Est-ce que Jeff Fada était son vrai nom? Quel était son vrai nom? Son vrai nom, c'était Jean-François Kouassi. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire Fada? Fata, ça veut dire fou. Ça veut dire fou, c'est ça? Oui. Oui. Donc je reprends pour le bénéfice des interprètes. Je posais la question, ça veut dire fou, c'est ça? Après que le témoin ait dit fou, et le témoin a répondu oui. Donc c'était une sorte de surnom. Oui, mais c'était son sobriquet. Un sobriquet, d'accord. Quel était votre sobriquet, vous? Il y en avait plusieurs. Allez-y. Parce que mes sobriquets mes sobriquets sont en même temps. Après mon nom, parce que mes sobriquets sont au dossier. Parce que, bon, pour certaines raisons, je n'ai pas. Soyez gentil, monsieur, répondez à ma question. Can I have a moment, Your Honor?
Maître Wagemakers, puis-je m'entretenir avec le témoin? Sobriquet avec H, comment être H, avec commandant hôtel, avec araignée, il y avait Kone Ahmed, il y avait colonel H. D'accord. Jeff Fada, vous nous avez dit qu'il avait rang de général au GPP, c'est ça? Oui, Et vous-même, votre dernier rang au GPP, c'était quoi? Général aussi? c'est commandant. Qui vous avez nommé commandant? Il était nommé commandant par le général Jeff. D'accord. Qui avait nommé Jeff Fada général? Jeff a été, la nomination de Jeff a été faite par Groguet. Donc par le président du groupe, c'est ça? Le président à l'époque du groupe, c'est bien ça? Oui, oui. D'accord. Et vous nous avez dit aussi que le nouveau président du groupe, Boiseau, était lui-même général, c'est bien ça? Oui. Qui l'avait nommé général? Personnellement, je n'ai pas posé la question. Mais normalement, c'est les généraux du GPP étaient nommés par le président, ou soit par le chef d'état-major. Nommé par le président du GPP ou le chef d'état-major du GPP, ça que vous voulez dire, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc quand le président du GPP devient général, en l'occurrence Boiseau, il s'autonome. C'est bien ce que vous voulez dire? Boiseau avait ce galon avant d'être président. Parce qu'il était, il était petit chef de corps d'une unité du GPP. Donc il avait ce galon avant d'être président du GPP. Et qui l'avait nommé général? Je pense qu'il répondait à la question, il a dit que moi personnellement, je ne veux pas dire de qui, du président du chef d'état-major qui l'a nommé, mais il dit que le chef d'état-major ou le président du GPP avait autorité pour grader un élément. D'accord. Vous nous avez parlé d'une annexe du GPP à l'état-major des armées. Vous vous souvenez de ça? Mais vous nous avez dit n'y être jamais allé. C'est bien ça? Oui, Vous confirmez. Jusqu'à quand? Jusqu'à quelle date? Jusqu'à quelle période y a-t-il eu cette annexe?
Je ne peux pas le dire. À peu près. Bon, ce que je suis, c'est que je ne sais pas quand. Parce que, mais ce que je sais, c'est que en 2006, je n'en ai pas. En tout cas, en 2006, je n'en ai pas entendu parler, en tout cas. Que ce soit bien clair, parce que nous, on a vraiment besoin de clarté pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous nous dites, là maintenant tout de suite, vous nous dites qu'après 2006, il n'y avait plus d'annexe. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Et après 2006, moi, en tout cas, je n'en ai plus entendu parler. Je ne peux pas dire s'il y en avait ou s'il n'y en avait pas, parce que j'ai dit, je ne sais pas à quelle date. C'est que sur un moment donné, cette annexe n'existait plus, mais je ne peux pas dire à quelle année. Ce que je sais, c'est qu'en partir de 2006, je n'en ai plus entendu parler. Et que lorsque Boiseau était aux affaires, cette annexe n'existait pas. Mais je ne peux pas dire à quelle date est-ce que elle a été fermée ou bien, je ne sais pas. D'accord. Expliquer. D'accord. Boiseau, vous nous avez dit qu'il travaillait dans une imprimerie, dans l'imprimerie d'un journal. Est-ce que c'est bien cela? Avant d'intégrer le GPP. Et qu'il avait sa propre imprimerie, son journal. D'accord. Quel était le journal? Le nom, c'était Desaillon. Desaillon, D-E-2-S-A-G-N-O-N. Et Jeff Fada, c'était quoi son métier? Je ne sais pas quelle formation il a fait, mais il était agent d'une agence de renseignement. Il travaille dans une agence de renseignement. Pendant qu'il Et était la au Côte GPP. d'Ivoire, oui. D'accord. Je vais répéter la question parce qu'on s'est chevauché. Pendant qu'il était au GPP, c'est ça? Oui. D'accord. Et vous-même, vous avez vécu comment à partir de 2003? En 2003, vous nous avez expliqué que vous aviez quitté l'école. Vous étiez en troisième, vous avez quitté l'école. Vous avez vécu comment? Quel métier vous avez fait? J'ai fait électricité bâtiment. D'accord. Vous aviez votre propre entreprise? Je n'avais pas d'entreprise. Je ne peux pas dire après une entreprise, puisque une entreprise, ça couvre un registre de commerce, je n'avais pas d'entreprise. Mais je faisais des boulots à mon propre compte. Est-ce que vous avez travaillé pour quelqu'un qui avait lui-même une entreprise, soit de bâtiment, soit d'électricité? Je travaille avec des particuliers. Je travaille avec des particuliers. Au coup par coup, donc. On peut appeler ça comme ça. Est-ce qu'il est juste de dire que vous n'aviez pas beaucoup d'argent pendant toutes ces années? Oui.
Puisqu'on parlait de Boiseau, vous nous avez dit qu'à partir de 2005, il avait créé un sous-groupe au sein du GPP, avec un ancien soldat de rang dont le nom était Niabahi, si je prononce bien. Combien de personnes y avait-il dans ce sous-groupe? Le RPC, pas un chiffre exact, mais le RPC avait au moins 3 escadrons, donc au moins 600 éléments. D'accord. Vous nous avez dit qu'ils étaient basés, je parle de ce sous-groupe, qu'ils étaient basés dans un bâtiment qui se trouvait à Yopougon-Sable, dans un bâtiment en construction. C'est bien ça? Oui. Ce bâtiment, donc il n'était pas fini puisqu'il était en construction, il était à quel niveau d'édification? Est-ce qu'il y avait déjà la structure? Est-ce qu'il y avait des... Enfin, vous voyez, est-ce que c'était ouvert aux 4 vents? Dites-nous un petit peu. C'est un bâtiment à 3 étages avec un sous-sol. Puis, comme il a expliqué, c'était un bâtiment qui devait servir, c'est pas de siège pour une institution dédiée aux enseignants. Il y avait une salle de conférence, et puis il y avait le bâtiment principal qui était de 3 étages avec un sous-sol. C'était pas... J'ai dit que c'était en construction, donc toute la communauté n'était pas réunie. D'accord. Est-ce que vous avez fait partie du syndicat des transporteurs de Trècheville? Oui. Quand? C'était en 2007. Et vous faisiez quoi? On casse les taxis. Au niveau des taxis, il y a les gars routiers. On prélève la taxe qui doit reverser au syndicat des transports. D'accord. Donc si je comprends bien, vous étiez chargé de collecter l'argent, c'est ça? Il y avait des éléments à moi qui étaient chez le syndicat, donc qui collectaient l'argent et qui le versaient. Parce que à la fin de la journée, on donne la part qui doit revenir au bureau et à celle qui doit revenir aux travailleurs. Parce qu'il y a plusieurs syndicats, chaque syndicat a un jour, ou soit 2 jours en fonction de si je peux dire ça
Merci, Monsieur le Président. Monsieur, pour essayer de comprendre un petit peu la chronologie des événements concernant votre groupe, je voudrais quelques précisions, si vous voulez bien. Vous nous avez dit qu'après 2006, vous aviez fait profil bas. Le groupe avait fait profil bas. Vous vous souvenez de ça? Oui, D'accord. Et vous avez même dit que vous aviez fait profil bas jusqu'aux élections de 2010. C'est bien ça? oui, D'accord. Alors, vous nous avez dit aussi que les membres de votre groupe, au sens large, commettaient ce que vous avez appelé des exactions. Et vous avez donné comme exemple que vous, c'est-à-dire les membres du groupe, pas vous personnellement nécessairement, que vous refusiez de payer les transports quand vous preniez les transports et refusiez de payer la nourriture que vous preniez dans les bars ou les restaurants. Et vous nous avez expliqué qu'une telle attitude a souvent conduit à des dissensions avec la population. Alors ma question, c'est est-ce que la police a essayé d'arrêter ceux qui étaient parmi vous, qui s'étaient rendus coupables ou soupçonnés de s'être rendus coupables de tels agissements? oui. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez fait profil bas, ce que vous appelez profil bas? On fait profil bas parce que nos responsables ont dit que c'était la décision de l'autorité à ce que on soit plus discipliné, qu'on fasse profil bas parce que ça gênait beaucoup la politique du gouvernement parce que les journaux, lorsque les journaux parlaient de ces actions-là, les employaient en tant que les partisans du pouvoir, les actions du JPP sous les bienveillants du pouvoir, dans ces genres d'allusions dans la presse. Donc, vraiment, ça gênait le gouvernement. Parce qu'il y avait les accords, entre autres les accords politiques et tout ça, qu'ils avaient signés. Donc, ça les gênait beaucoup, ça les indisposait. D'accord. Vous nous avez dit qu'il y avait eu des affrontements avec les syndicats de transporteurs. Alors, ma question, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous demandiez de l'argent au taxi, par exemple. Est-ce qu'il y avait d'autres syndicats concurrents avec lesquels il y avait des affrontements? Est-ce que c'était une question de rapport de force entre syndicats, si l'on peut appeler ça des syndicats, en tout cas entre personnes qui demandaient de l'argent au taxi? Est-ce que c'est ça? L'affrontement qu'on a eu avec les syndicats, c'était pas par rapport aux taxes. Mais il y avait
des éléments qui avaient emprunté un transport privé communément appelé Baka chez nous, Baka GBAKA, et qui avait refusé de payer lorsque les chauffeurs et son apprenti lui ont demandé de régler la course. On demandait à ce qu'ils les suivent au camp et qu'ils n'avaient pas d'argent à payer. Donc c'est de cet incident-là qui a dégénéré parce que les syndicats ont voulu forcément prendre à partie ces éléments-là et ça a viré à l'affrontement entre les syndicats et le GPP. Pour qu'on comprenne bien, vous voulez dire que le GPP était impliqué dans cette, dans cette collecte de fonds réclamés aux taxis ou autres transporteurs, c'est ça? Oui. D'accord. Vous nous avez dit aussi qu'il y avait eu un affrontement avec des policiers au moment où la police, c'est-à-dire les autorités, vous a expulsé de l'endroit où vous vous trouviez, c'est-à-dire l'Institut Marie-Thérèse. Vous vous souvenez de ça? Oui. D'accord. Alors, Le président, excusez-moi. Puis-je revenir à la question des taxes? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une extorsion ou est-ce qu'il s'agit de redevances, de redevances qui étaient perçues par le GPP? Merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Président, ce que je voulais expliquer, c'est que au sein du GPP, il y a des individus de divers horizons, tant des scolarisés, des non scolarisés. Donc, il y avait des éléments, je peux comme à un moment, qui avaient, comment on appelle chez nous, des jours, c'est-à-dire en fonction des syndicats. Parce que le syndicat des transports, comment ça marche, c'est que c'est les rapports de force. Si tu as un groupe imposant que tu peux venir chasser celui qui encaisse, le syndicat qui encaisse ce jour-là, t'imposer, le jour qui lui était réservé, automatiquement te revient. Et toi, le responsable, le chef, tu mets tes éléments, eux qui encaissent, et le soir, tu enlèves la part qui doit être réservée au syndicat des transporteurs, et le reste, qui vaut les 2/3 de la recette, tu partages avec tes éléments. Donc c'est un peu comme ça que le syndicat marchait. Le chef d'état-major, même notre chef d'état-major, Jeff, avant que Jeff aille d'abord en Europe, c'était un chef de syndicat au niveau de la Djamé. C'était un chef de syndicat. Donc, lorsqu'il est revenu, il y avait bien de ses connaissances ou de ses anciens affidés qui sont devenus des chefs, ou soit qui étaient toujours des subalternes, mais dans le syndicat toujours. Donc, de la position où nous étions, puisque la Djamé était un centre commercial, alors, au niveau des syndicats, on n'avait pas de jour en tant que tel, mais chaque jour, on partait en fonction de celui qui encaissait. On les rançonnait. En fait, on les rançonnait. On les rançonnait. C'est une certaine somme qui était donnée aux responsables à ce moment-là. Le président, donc si je comprends bien, le terme de
redevance ou taxe, ce n'est pas le bon terme, parce qu'une taxe ou une redevance, c'est quelque chose qui est imposé par la loi, alors que ce n'était pas le cas là. Merci, Monsieur le Président. C'est pourquoi j'ai expliqué que, hormis ces rançons dont j'ai parlé, il y avait des éléments qui faisaient partie des syndicats en même temps. Donc, ceux qui font partie des syndicats, ils ont des jours où les syndicats sont habités à encaisser sur une gare déterminée. Ils encaissent. Ça c'est les taxes. Ça n'a rien à voir avec l'époque, donc plus à l'époque où on a eu l'affrontement avec les syndicats, ça n'a rien à voir avec chose. Mais, comme je l'ai dit, bien avant ça, il y a des éléments qui étaient déjà dans les syndicats et qui ont intégré le GPP, ou soit des éléments du GPP qui après ont intégré les syndicats. Donc, mis à part cela, il y avait ces rançons dont j'ai parlé. Thank you. Président, merci. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet Institut Marie-Thérèse, où vous vous trouviez avant d'être expulsé par la police, vous pouvez nous dire un petit peu, nous le décrire, nous dire de quoi il s'agissait? Est-ce que c'était un bâtiment d'un étage, 2 étages? Est-ce qu'il était en construction? Est-ce qu'il était fini? Bon, nous en dire un tout petit peu plus. C'était un bâtiment qui était déjà fini. Ça abritait une ONG. C'était le nom de l'ONG qui était Institut Marie-Thérèse. C'était pour la protection des enfants. C'était pour la protection des enfants. Et bien sûr, l'institution du général Jeff que l'Institut Marie-Thérèse a été occupé par les éléments du GPP, plus précisément l'unité du BCL qui avait mené l'opération. Et il y avait combien d'étages dans ce bâtiment? L'Institut Marie-Thérèse, c'est pas un immeuble, c'est pas un immeuble en tant que tel. Il y avait une partie avec R+1 puis le côté bas, rez-de-chaussée. Mais c'était bien clôturé, avec un portail et tout. Il y avait toutes les installations, la climatisation et tout ça. Pour être tout à fait clair, est-ce que vous voulez dire que c'est un bâtiment de plein pied, une maison en réalité, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, la police vous en expulse et vous allez à Azito. Et si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, ça c'était en novembre 2006, on est d'accord? Non. Alors dites-moi. J'ai rectifié la date, j'ai vu ça, je pense que j'ai rectifié la date. J'ai expliqué l'affrontement avec les syndicats a eu lieu en janvier 2005 et celui avec les policiers a eu lieu un mois après, en février de la même année. D'accord. Et c'était la suite de cet affrontement, ou plus exactement cet affrontement ayant eu lieu parce que les policiers cherchaient à vous expulser des lieux, c'est à ce moment-là que vous êtes parti de l'Institut. Est-ce que c'est bien ça? Oui. D'accord. Donc en février 2005, c'est ce que vous nous dites. D'accord. Ensuite, donc, vous êtes envoyé à Azito, c'est ça? Oui.
Et là, à Azito, il y a de graves affrontements avec la population. C'est bien ça? Oui. Et il y a même des morts de votre côté. C'est bien ça? Oui. Votre groupe est alors arrêté et confiné dans les locaux et de l'école de gendarmerie et de l'école de police. Est-ce que c'est bien cela? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tout ça, monsieur, n'explique pas que vous ayez fait profil bas, comme vous dites? Les propos, hein. Cela n'explique pas qu'on a fait profil bas. Cela serait les raisons, bien, je ne sais pas, bon, je ne comprends pas la question. Je vais reformuler, ne vous inquiétez pas. Tous ces incidents, toutes ces violences, toutes ces arrestations, tous ces problèmes avec les autorités et les policiers, est-ce que c'est pas ça la raison qui fait que, comme vous l'avez dit vous-même, vous avez dû faire profil bas? Et je vous cite quand je dis faire profil bas. J'ai expliqué que c'était la décision des autorités. Mais je pense que vous avez montré un document, montré une décision du gouvernement selon laquelle je vais peut-être dissoudre. Moi, j'avais dit que depuis cette époque-là, nous, en tout cas, à notre sein, on parlait de nous délocaliser. Et puisque les locaux qu'on avait c'était un bâtiment tout fini, donc qui avait une certaine commodité. Donc, nous, on ne veut pas quitter pour aller dans un endroit qui ne sait pas au moins du même standing, ou bien soit qu'on soit intégré en même temps directement. Là, au moins, le problème était réglé. Et c'est après le problème avec les syndicats qui ont tellement fait des vagues dans la presse que nous ont demandé vraiment de libérer les lieux. Et donc, c'est ce qu'on a refusé. On a dit si on devait libérer les lieux, il fallait qu'on soit envoyé dans une base militaire normale afin de notre intégration ou bien soit notre réinsertion socio-professionnelle. Donc, il y a eu, ça a viré à l'affrontement. Et à la suite, le chef d'état-major s'est rendu sur les lieux. On a demandé d'accepter d'aller à Azito. Donc, tout le respect dû à son rang, nous avons accepté de partir à Azito. D'accord. Si je comprends bien, ce que vous nous dites, c'est que cette volonté de profil bas est due, alors c'est pas très clair je crois, mais vous allez me dire si je me trompe ou pas, aussi au fait que les mouvements d'autodéfense, dont le GPP, avaient été dissous. C'est ça que vous nous dites? I'm sorry, it's a technical. Monsieur McDonald, excusez-moi, c'est une question, un problème technique. Parce que lorsque Maître Altit ne coupe pas son microphone, nous entendons quelqu'un qui tape sur un clavier et nous avons des problèmes à entendre le témoin en français. Peut-être que les interprètes, d'ailleurs, ont le même problème, soit dit en passant. Voilà. Je vous prie de m'excuser, parce qu'en effet, je n'avais pas éteint mon micro. Je vais m'autodiscipliner et l'éteindre systématiquement.
et n'hésitez pas à me dire si je l'oublie. Compte tenu de ce qui est de la question que vous avez posée, maître, comme moi je l'ai dit, moi en tout cas, moi, à ce que j'ai dit comme extrait, j'ai dit, c'est à partir de 2006 que nous avons décidé de faire profil bas. Et la question que vous m'avez posée, est-ce que ce serait en conséquence à tous ces événements-là que le JP a décidé de faire profil bas? J'ai dit que moi, en tout cas, personnellement, sont les responsables qui nous ont donné ces instructions. Et les raisons étaient que, vu tous ces affrontements qui ont eu lieu, et avec la population, avec les policiers et tout ça, la presse, à chaque fois, fait écho. Pourquoi ces personnes-là continuent toujours d'être regroupées, sont toujours là depuis combien de temps, pendant que on dit, et le gouvernement dit ne pas les reconnaître, et qu'ils ont même des affrontements avec les policiers, et que malgré ça, ils sont encore regroupés encore ailleurs. On a laissé jusqu'à ce qu'il y ait encore des affrontements avec la population, des affrontements meurtriers. Et donc, vraiment, ça gênait vraiment la politique du gouvernement. Donc, il fallait vraiment qu'on fasse profil bas. Donc, c'est les raisons que les responsables nous ont données à cette époque-là. Et je veux que vous répétez. Mais moi, à ma connaissance, lorsque moi j'ai dit, à ma connaissance, la dissolution, que ce soit du GP et des autres groupes d'autodéfense, officiellement, a été faite lors du désarmement à Kouedo. D'accord. Donc ce que vous nous dites ici, si je comprends bien, c'est que vous saviez à peu près dans ces années-là, et certainement en 2007, que le GPP, comme les autres groupes d'autodéfense, avait été dissous, n'est-ce pas? Vous voulez me faire admettre, c'est que moi, je vous dis que, à ma connaissance, je ne peux pas l'expliquer comme ça. Parce que il doit revenir sur le document que vous avez fait concernant le journal Fraternité Matin. Il y a eu ce communiqué-là en 2003, si je me souviens bien. Mais nous sommes restés dans le même lieu que nous étions en 2003 jusqu'en 2005, donc plus d'un an. Donc si telle était que la décision vraiment était une décision qui était vraiment sincère dans l'application ou pas, je pense qu'on n'aurait pas attendu jusqu'en 2005 avant de nous délocaliser. Mais c'est parce qu'il y a eu des vagues, il y a eu vraiment un événement qui a vraiment suscité l'intérêt et de la presse internationale et de la presse nationale. Vraiment, il fallait que notre délocalisation soit faite parce qu'au cas contraire, ce sera un aveu de consentement de la part du gouvernement. Voilà pourquoi, à cette époque-là, on a été délocalisé. Moi, en tout cas, selon ma compréhension, c'est ce qui s'est passé. D'accord.